On y va. Bonjour à toutes et tous. Je vais devoir demander votre attention à Nantes, parce qu'ils sont très dissipés à Nantes. Bonjour, désolée pour ce petit retard. On a eu toutes les... voilà, on a cumulé un petit peu les problématiques, mais nous y sommes. Nous avons du chauffage, de la lumière, l'Internet, et on est là, donc c'est magnifique. Donc bonjour à tous. Cyril fait la coordination et la modération en visio, donc c'est parfait. Et bonjour à tous les présents, chers et chers adhérents de la FFM, je reprends ma liste, chers membres du conseil d'administration, bien évidemment, chers secrétaires adjointes, chers trésoriers en visio, je serai trésorière adjointe, on coupe le son là-bas s'il vous plaît. Cher vice-président, chère gestion de la communication, puisque c'est pas si simple en vrai tout ça. Cher Institut de musicothérapie de Nantes, qui nous a facilité tout ça, l'organisation de cet AG. Eh bien, je crois que je suis arrivée au bout de mes chers et chers bénévoles, parce que c'est plus que précieux dans une association d'avoir des bénévoles impliqués, engagés et qui donnent de leur temps et de leur énergie. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette AG 2025. Il y a des petites choses très protocolaires qu'il faut que je vous dise. On est en double modalité, ça vous le savez. Pour ce qui est de le quitus moral et le quitus financier, comprendra toutes les personnes qui sont présentes ici en visio. Et en visio, je veux dire. Aude sera la secrétaire de séance et je présiderai cette séance d'AG. J'annonce donc l'AG 2025 ouverte. Oui! Voilà, on est bon. Tout le monde voit bien? Tout le monde voit bien? C'est super. Donc accueil, ça c'est fait. Ordre du jour, il faut que je revienne sur l'ordre du jour. Nous avons un petit programme quand même qui va nous tenir normalement jusqu'à 12h30. Nous allons parler du bilan moral 2024, du bilan financier 2024. Ensuite, nous allons évidemment, vous allez voter ces deux bilans-là. Ensuite, je vous présenterai, vous savez, notre conseil d'administration évolue, donc je vous présenterai notre nouveau conseil d'administration 2025, le plan d'action 2025 que vous voterez, suivi du budget prévisionnel que vous voterez aussi. Et puis, on est obligé de parler, ça fait partie des statuts, de la cotisation 2026. Donc on finira par ça. Et pour le budget, le bilan financier, c'est Monsieur Hiller de la compagnie du cabinet comptable Exco qui se connectera avec nous. Normalement, tout marche. Pour nous présenter tout ça vers 10h45 normalement. Le bilan moral. Bon, alors, j'ai pas mes notes, donc je vais faire à l'ancienne. Hein. J'ai tout dans la tête. Très bien. Donc, vous l'avez à disposition, bien évidemment, sur l'espace adhérent du site Internet. Au 31 décembre... donc, comme vous le savez, on a deux collèges dans le conseil d'administration, le collège A des professionnels, le collège B des représentants des organismes de formation agréés. Au 31 décembre, nous étions 19 membres, c'est-à-dire 10 titulaires et 9 suppléants. Vous savez que chaque poste est en binôme. Et on a eu une démission en 2024, la démission de Mariette Siegfried, qui était la suppléante de Cyril. Et puis, au niveau du bureau, on a accueilli Maëlie, voilà, qui s'est proposée, qui a candidaté pour être trésorière adjointe. Et on ne l'a pas forcée. Enfin, Charles, je ne sais pas Charles, mais bon, voilà, nous, on ne l'a pas forcée. Et qui est venu de son plein gré et qui, donc, a rejoint. Donc, on a un bureau plein à 6. Voilà, on a eu 7 réunions de CA, dont un CA extraordinaire sur une journée en visio. Et puis, on a eu 65 décisions votées. Je vous renvoie au bilan moral, puisque je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais voilà, toutes les décisions qu'on peut prendre, elles sont votées en CA. Et ce qui représente pour le conseil d'administration 342 heures de bénévolat et 2148 pour le bureau. Ça, c'est nous. Les travaux qu'on va voir au fur et à mesure sur ce bilan moral, c'est bien sûr un petit point sur la vie associative, oui. Les relations publiques qui ont été un gros travail de cette année, l'observatoire, les développements de partenariats, l'harmonisation des formations, un point important, le comité éthique qui a connu aussi pas mal de modifications cette année, la commission candidature, les offres aux adhérents et la communication, bien évidemment. J'allais l'oublier, mais c'est le nerf
de la guerre. Et on compte à peu près aujourd'hui 50 personnes adhérentes bénévoles au sein de l'association. Notre vie associative. Il y a des choses à faire dans une vie. Déjà, rien que la vie associative, ça prend pas mal de temps et d'énergie. Et ça concerne bien évidemment la gestion administrative, financière, informatique, la gestion du registre aussi, et la gestion matérielle. Donc, dans ces travaux-là, il y a tous les liens qui peuvent être faits, d'achat de matériel, de liens avec nos fournisseurs qui sont Ekela, et on a aussi OVH, les liens avec la comptabilité, les changements d'adresse, parce qu'on a changé d'adresse de siège social cette année. Donc, tout ça prend du temps. Et puis, évidemment, la gestion des adhésions qui prend du temps aussi. Donc, ça, c'est la vie associative. Je passe rapidement. Ce n'est pas le plus important pour notre bilan moral. L'année dernière, on avait fixé vous aviez voté, parce que c'est vous qui votez, les perspectives 2024. Et dans ces perspectives-là, il y avait vraiment cette volonté, et qu'on a depuis le début du mandat, qui est vraiment d'ouverture de relations publiques dans la lignée des travaux qui ont été faits précédemment, pour qu'on puisse être connu, reconnu, ciblé, et qu'on fasse appel à nous. Donc on a fait un gros travail là-dessus cette année, et aussi au niveau des partenariats. Pour ce qui est des relations publiques, l'objectif, c'est bien évidemment d'être repéré. Et on a pu se rendre compte cette année qu'on avait encore besoin beaucoup d'être repéré, et en tant que musicothérapeute, et en tant que Fédération française des musicothérapeutes. Et pour ça concourt tout ça de la réglementation, parce que c'est notre objectif ultime, on est bien d'accord, et c'est les travaux qu'on mène. Pour les relations publiques, ce qu'on a pu faire cette année, c'est que déjà on a participé activement au groupe de travail de la NPIS, qui va dans nos missions, de créer ces partenariats avec ces entités représentatives et ces sociétés savantes. On a participé à une première réunion de concertation avec la Sorbonne Université, qui est sur la création d'un master, donc avec qui on est très en lien, et j'y reviendrai sur les perspectives 2025. On a vu la concrétisation finalement avant-hier, oui, des liens qu'on a pu créer aussi, qu'on a relancé avec le syndicat français des arts thérapeutes, et qui a abouti donc à la co-animation du Forum des professionnels lors des journées d'études de Nantes vendredi soir. Et c'est Viviane Serron, qui est au conseiller syndical, qui m'a accompagnée dans ce forum. On a sollicité les politiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des petits changement politique cette année, qu'on n'avait pas le temps de connaître le nom d'un ministre qui changeait. Donc bien évidemment, on continue cette sollicitation-là. À chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, il a un petit message de notre part. Ils nous répondent d'ailleurs. On a organisé aussi, parce qu'on ne l'avait pas fait l'année précédente, mais une webconférence ouverte à tous, qui a très très bien fonctionné à l'occasion de la journée européenne de la musicothérapie le 15 novembre, dont vous avez le replay d'ailleurs sur notre page YouTube, notre compte YouTube. Et puis, on a abouti la publication de la fiche musicothérapie en collaboration avec la Fondation Médéric Alzheimer, et qu'on a travaillé en collaboration avec monsieur Hervé Platel. Voilà pour les relations publiques, et on parlera des partenariats après. Alors, par contre, je n'ai pas du tout d'heure, je ne sais pas quelle heure il est. Il est 52, ok. C'est juste pour, merci, que je sache. Ensuite, il y a un gros travail, moi, qui me tenait beaucoup à cœur et qu'on a beaucoup développé cette année, c'est l'Observatoire. Oh, merci, c'est une équipe, ça, c'est... Je bois un petit schplouk. Donc, on a travaillé beaucoup sur l'Observatoire qui avait commencé en 2022, qui portait en 2022 principalement sur la réalisation d'une enquête de terrain. Et puis, on l'a fait grossir, cet observatoire. La première des choses, c'est qu'on a fait cette fameuse mission congrès qui va dans les relations publiques, évidemment, tout ça est lié. Mission congrès, parce qu'il nous semblait très très important, et ça a été redit hier aux Journées de Nantes, donc j'étais assez contente. C'est important qu'on soit sur le terrain, qu'on nous voit, c'est toujours cette notion de visibilité. Et puis de rencontrer les gens, et il n'y a rien de mieux que de rencontrer les gens en vrai lors d'un congrès et de parler de nos disciplines. Donc il y a eu un premier travail qui a été fait pour recenser tous les congrès qui pourraient être intéressants. Et puis on s'est lancé.
de façon, je vois Mathilde, oui, on s'est lancé et on a participé donc au Congrès français de psychiatrie, au Congrès de la Société française d'études et d'évaluation du traitement de la douleur, le Congrès de la Société française de gériatrie et gérontologie et bien sûr le Congrès de la NPIS, donc la Non-Pharmacological Society, à qui où on adhère. On adhère depuis 2023. Et cette mission-là, elle a été importante parce qu'elle nous a permis vraiment de créer du lien avec des personnes qu'on nous repère. Et puis, il y a eu l'enregistrement d'une interview, d'un podcast. Moi, j'ai pu co-animer une session musique et douleur à la SFETD, Société française de traitement et d'évaluation de la douleur. Donc, ça nous a permis de prendre pas mal de contacts et aussi des liens avec notamment Gérard Mick, qui travaille en lien avec Hervé Platel, c'est des travaux qui sont encore en cours en 2025. Mais là, il faut que je me borne à 2024. Donc, c'était un travail intéressant. Extrêmement intéressant, riche et qui est pertinent pour l'avenir à notre avis. Et puis, dans l'Observatoire aussi, on a relancé une enquête de terrain qui a été diffusée, il me semble, au printemps. Voilà. C'est vague, et qui a fait l'objet d'un rapport d'enquête que vous retrouvez aussi sur le site et qui nous sert assez régulièrement pour argumenter quelle est la réalité du musicothérapeute aujourd'hui en France. L'autre chose dans l'Observatoire, c'est il y a eu la création de 2 livrables, parce que c'était ressorti aussi aux Journées de Nantes l'année dernière, donc un livrable sur le salariat, le guide du salariat, voilà, pour accompagner les adhérents dans leur démarche quand ils sont salariés, et puis un guide sur les moteurs de recherche, donc voilà, où trouver des informations quand on fait de la recherche, quand on veut argumenter son projet de mise en place de musicothérapie en institution. Donc ça, c'est à disposition toujours dans l'espace adhérent. L'autre chose qu'on a pu faire avec l'Observatoire, c'est qu'on a retravaillé et structuré la bibliographie qui était disponible sur le site, donc toujours dans l'espace adhérent. Il y a eu un très très gros travail de fait de cette commission-là pour enrichir et voilà, que ça soit à disposition aussi. Donc, et puis nous, évidemment, c'est toujours des données qui sont importantes dans le dossier de réglementation. On a développé sur une très bonne idée d'une adhérente le projet Ambassadeur et on a eu du répondant sur ce projet-là. Donc il y a eu 4 projets proposés en 2024, 3 ont été acceptés, mis en œuvre, le 4e c'est 2025, avec, voilà, c'est Sophie qui gère, donc voilà. Et l'idée du projet Ambassadeur, qui est très pertinente, c'est de se dire, tiens, chaque musicothérapeute, on a tous l'occasion d'être invité sur une journée départementale de ça ou ça, ou de faire des présentations. Et au lieu d'y aller tout seul en tant que musicothérapeute, on sait qu'on est isolé, et que, voilà, c'est de se dire, tiens, on fait un dossier de candidature et la fédération soutient et présente, voilà, lors des événements qui peuvent être faits par les adhérents, et d'autant plus que ça permet d'avoir une visibilité plus de terrain, départementale, régionale, et on en a vraiment besoin. J'y reviendrai avec les groupes régions. Donc ce projet Ambassadeur, et puis en fin d'année, je fais un petit switch, on a créé un groupe, je l'appelais Musique en santé, mais musicothérapie. Pour l'instant, c'est un groupe qui recense en fait tout ce qui est dit sur Internet sur la musicothérapie. Parce que c'est vrai que nous, on l'a vu, voilà, quand on lit le truc Wikipédia, on se dit... Bon, peut-être qu'il faut discuter avec Wikipédia, peut-être qu'il faut discuter avec les uns les autres. Donc déjà, on a recensé ce qui se dit pour pouvoir, la deuxième étape, et ça sera cette année, donc j'en parlerai après, mais de contacter ces gens-là et faire et modifier quand il y a des choses à modifier, et que ce soit la FFM qui le fasse et pas Pierre-Paul Jacques, quoi. Voilà. Donc il y a vraiment eu un gros travail sur l'Observatoire qui va continuer. Et ça représentait à peu près 50 heures de bénévolat, sachant qu'il y a plusieurs groupes de travail au niveau de l'Observatoire. Passons aux partenariats, j'avance bien. Les partenariats, ça aussi, les partenariats, c'était vraiment une indication aussi, une recommandation des travaux du
cabinet de conseil auquel on a fait appel à Levia, hein, c'est qu'il faut qu'on ait ces partenariats institutionnels et commerciaux. D'une part, pour donner enfin voilà, que ça soit porteur pour les adhérents et que ça facilite leur pratique, parce que c'est notre rôle à la FFM. Et puis aussi qu'on puisse être identifié, représenté et soutenu institutionnellement dans l'avenir et toujours dans cette logique de réglementation. On a besoin de ces apports et ces soutiens-là. On ne peut pas faire que du entre nous, il faut vraiment qu'on s'ouvre et c'est tout le travail qu'on fait. Donc on a maintenu le partenariat SACEM. Il y avait eu une réflexion au niveau du conseil d'administration qui avait été soulevée par le bureau qu'en fait on passe en direct et qu'on a un contrat unique. D'un point de vue organisationnel et pour nous, plutôt pour nous, c'est plus pratique que ce soit la SACEM qui envoie les contrats et que voilà, qu'ils individualisent. Parce que nous, ça nous rajoutait du travail et ça facilitait la SACEM et on n'y gagnait pas grand-chose. Donc on est resté sur le modèle actuel. Donc je rappelle, lors de votre adhésion, vous cochez ou pas la SACEM. Si vous êtes assujetti à la SACEM dans le sens où vous travaillez en libéral en cabinet ou à domicile. Et nous, on renvoie ces données-là et généralement, ils sont lents. Voilà. Donc généralement, vous payez en fin d'année, mais vous êtes couvert toute l'année. Voilà. Voire même un petit bout de... Oui, des fois, on peut payer même l'année d'après. Non, là, on est un peu mieux. On est un petit peu mieux cette année. Donc voilà, on a fait un partenariat avec on a Dispositif, qui est une association qui donne des outils, qui a un annuaire et qui fait des formations sur les troubles 10. Et donc, on a un événement dans 15 jours avec eux en visio. Et ça, c'est chouette, donc avec des tarifs préférentiels, évidemment, pour les adhérents FFM. On a maintenu notre partenariat avec Kern.info. Et en début d'année dernière, il y avait eu notamment une offre d'un mois gratuit qu'on n'a pas renouvelée parce qu'il n'y avait pas eu tant de retours que ça. Donc voilà. Par contre, il y a toujours une offre préférentielle pour les abonnements annuels. Et puis, chez Fuso, avec Fuso, on a fait un beau travail collaboratif. Ça, c'était prévu dans le contrat de partenariat, sachant qu'on l'a signé, puisqu'elle n'était pas signée l'année dernière, enfin en 2023. Donc on a signé ce partenariat, et dans ce partenariat, il y avait la création d'un groupe de travail pour pouvoir créer une sorte d'instrumentarium type pour les musicothérapeutes. L'objectif aussi, que ça soit pour les jeunes diplômés, avec des tarifs aussi préférentiels. Donc ça y est, c'est finalisé. On a fait ce groupe de travail, on est allé au bout. Et donc, on vous présentera ces outils-là très, très bientôt. Donc, on est très contents, puisque c'est chouette aussi pour eux. Et puis, dans les partenariats institutionnels, on a maintenu un partenariat. On signe un partenariat, bon, ça c'est fait, mais après, il faut le mettre en œuvre. Et ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Il faut des groupes de travail, il faut il faut accompagner, il faut faire vivre ce partenariat-là. Donc, on a déjà signé le partenariat Alzheimer, parce qu'il y a eu 1 an avant de le signer, d'aller-retour, d'échange, et tout prend du temps dans ce monde. Donc, on a signé ce partenariat-là et on a créé un groupe de travail aussi sur la création de guides, donc, qui seront diffusés, eux, sur leur plateforme à l'attention des musicothérapeutes, des aidants, des soignants, et des personnes malades. Et on a aussi pu organiser une webconférence avec tous les présidents des associations départementales, puisque vous savez, France Alzheimer, je dis France Alzheimer, mais en fait c'est l'union des associations France Alzheimer avec qui on a signé un partenariat. Donc en fait, on a un peu la référence, et dans ce partenariat-là, est bien précisé que faire appel en priorité à des musicothérapeutes adhérents FFM ou adhérables, non, ça marche pas, adhérable. Affiliable. Adhérable, non. Donc, affiliable. Donc, eux, ils ont une vraie volonté aussi ils sont très, très investis avec nous, et leur CA a changé avec des gens qui sont vraiment très, très, très disposés à nous aider, à nous soutenir dans notre volonté d'agrément. Donc, ça, c'est très positif. Fondation Médéric Alzheimer, je vous l'ai dit, on a participé au guide. On a participé aussi ils ont fait une soirée de présentation du guide à laquelle j'ai pu aller. Hervé Platel faisait une présentation. Et puis aussi, c'est Jenny Diouf-Lewis, qui est notre déléguée européenne, qui s'est occupée de la traduction anglaise pour le guide, pour la diffusion à l'international. Donc,
Donc c'est chouette, voilà. Et puis notre partenariat avec France Parkinson continue. Alors pareil, un peu sur le même modèle que France Alzheimer, on a créé un groupe de travail qui est toujours en cours pour la création de guides avec eux. On a organisé des webconférences aussi, toujours dans cette même logique voilà, qui nous connaissent et qui fassent appel à nous. Moi, j'ai pu faire une conférence aussi à Lyon avec le groupe de Lyon. Donc voilà. Et puis j'aimerais revenir sur ce dernier partenariat qui est quand même... voilà, on est content. Je suis très contente qu'il y ait le partenariat qu'on a pu signer avec l'Association française de musicothérapie, la Société française de musicothérapie et évidemment la Fédération française des musicothérapeutes. Ça, pareil, c'était une projection qu'on avait l'année dernière. On a fait notre AG le 4 février, notre CA le 5. Et on s'était dit, ça serait quand même bien qu'on se parle tous. Voilà, ça serait quand même chouette, non? Et ben on s'est lancé dans cette grande aventure. On a fait des réunions, voilà, déjà se mettre autour d'une table, discuter entre ces trois entités représentatives à l'échelle nationale de la profession et de la discipline. Et puis, bon an, mal an, on y est arrivé à créer ce partenariat qui a vraiment pour objectif aujourd'hui, alors il a fallu 1 an pour le signer, donc on l'a signé je crois le 12 décembre. L'objectif numéro 1, c'est qu'on puisse déjà se soutenir les uns les autres, parce qu'on est toujours plus fort, plus nombreux, et que on puisse aussi bien identifier les spécificités de chacun, parce que c'est quelque chose qui nous était souvent demandé. C'est-à-dire, bah oui, les FFM, la SFM, la FM, qu'est-ce que je fais? Je vais où? Comment? Pourquoi? Donc là, il est clair, la FM, c'est un centre de Lisa, de moi, tu es devant au premier rang, tu étais là. Un centre la FM. C'est une société savante, c'est ça que je trouve plus, ça fait 3 jours que je cherche, société savante que je ne trouve plus, merci beaucoup. Donc société savante et qui édite aussi la revue de musicothérapie. La SFM qui est un centre de ressources et de recherche en musicothérapie. Et puis la fédération que vous connaissez, vous y êtes. Donc notre travail, c'est déjà voilà, de préciser. Et puis la mise en œuvre, elle se fera cette année. Voilà, on a une réunion le 2 avril. Voilà, c'est bien ça. Hein, on est au point. Donc moi, je suis personnellement très très contente de ce partenariat-là qui est très porteur. Et quand on voit aussi ce qui se passe dans les autres associations de thérapie complémentaire, dans leur avancement, il y a toujours ce moment où il faut qu'on parle ensemble et on y arrive aujourd'hui. Donc voilà, ça me fait plaisir. Voilà. Je partage mon plaisir. Donc je passe là-dessus. Je suis large, mais ça laissera la place aux échanges, c'est très bien. Donc ça, c'était un gros travail en termes de partenariat et de relations publiques. Dans la lignée, un petit point sur le MTC, parce que vous savez, donc je vous l'ai dit, hein, Jenny est notre déléguée, elle n'a pas de suppléant au 31 décembre 2024. Ni au 16 mars 2025 d'ailleurs, mais donc c'est Jenny qui s'occupe de ça. Il y a un gros travail. Alors, pour un petit flashback, ils ont changé de de conseil d'administration, de bureau en 2023, il me semble bien. Si Jenny est en ligne, si elle peut corriger, voilà, qu'elle n'hésite pas. Et donc, il y a eu une année de mise en place. Bon, ça, c'est la vie associative et les changements de CA. Et donc, cette année, ils ont fait un gros travail sur l'élaboration d'un code éthique plus européen. Il y a eu aussi un travail le 15, à l'occasion de la journée européenne de la musicothérapie. Ils ont organisé une conférence en partenariat avec la plateforme européenne de santé publique. Donc ça, c'est vraiment bien, parce qu'en fait, on peut proposer à la plateforme européenne des conférences de fédérations européennes. Donc ils l'ont fait sur le thème de la santé mentale, qui, vous le savez, en tout cas en France, c'est notre cause nationale 2025. Donc, ils ont fait un état des lieux de la santé mentale, l'utilisation de la musicothérapie en santé mentale en Europe. Donc ça, c'est un gros travail. Et puis, ils ont lancé aussi une coopération avec la Fédération européenne des arts thérapies. Donc, ce qui, vous voyez,
il y a quand même des choses parallèles qui se font et tout le monde va dans le même sens. Et puis, je sais que, Jenny, elle a travaillé notamment dans le groupe reconnaissance et réglementation, parce qu'ils font, voilà, on fait tous le même travail. Donc, elle a travaillé autour des normes. Et puis, bien évidemment, comme vous le savez, en juillet, il y a le congrès à Hambourg. Il y a un congrès tous les 2 ans. Le MTC organise tous les 2 ans un congrès. Et cette année, c'est 26-27 juillet, je crois, à vérifier, à Hambourg, en Allemagne. Donc, Jenny sera présente pour évidemment nous représenter. Et le travail de Jenny comprend 96 heures de bénévolat sur l'année. S'il y a plus de questions sur le MTC, je vous renverrai aussi au bilan moral, puisque tout est plus détaillé. Très bien. Ah, le comité éthique. Alors, donc dans les travaux, vous voyez, c'est très, il y a plein de choses. Fin 2022, je fais un petit historique, il y a eu une mise en stand-by en fait, du comité éthique et qui va l'air lancé parce qu'il y avait plus de coordinateurs. Donc, on a fait une grosse réunion avec les membres du comité où on a pu poser les choses et aussi mener une réflexion sur le règlement intérieur qui existait, sur des questionnements qu'on pouvait avoir, etc. Donc, on a fait ce travail-là de concertation, de réflexion, et les membres du comité éthique ont pu faire une proposition de mise à jour en fait, des règlements intérieurs. Et notamment avec l'idée, on s'était dit que le coordinateur, déjà que les membres du comité éthique ne soient pas membres du conseil d'administration pour garantir son indépendance. Donc ça, c'est quelque chose qui a été acté dans le règlement intérieur. Et l'autre chose, c'est qu'on a fait appel à un coordinateur spécialisé, bien évidemment dans l'éthique, mais extérieur. Et donc ça, on l'a acté aussi dans le règlement intérieur, avec la mise en place d'un budget aussi pour ça, parce qu'il faut bien payer les gens, et donc ça c'est la FFM qui prend en charge. Mais l'objectif, c'était vraiment de garantir l'indépendance. Donc ça, c'est mis en place donc dans l'évolution du fonctionnement. Et puis, on a recruté des nouvelles personnes au comité d'éthique, c'était important. Et d'ailleurs, il y aura, je vous le dis, un appel à candidature au mois d'avril. Enfin voilà, vous aurez dans la newsletter, sachant qu'il n'y a pas de votation, enfin de vote. Oui, en Suisse, on dit votation. Mon petit côté suisse, il n'y a pas de vote. Voilà, c'est les membres du conseil du comité éthique qui valident les candidatures. Donc, si des personnes ont envie, je lance la perche. Mais nous revenons en 2024. Donc, il y a eu 9 réunions de préparation du règlement intérieur. Les membres du comité sont venus aussi une fois en conseil d'administration pour qu'on puisse échanger, se présenter et que tout le monde se connaisse parce que c'est important. Et puis, ils ont eu deux réunions avec donc Monsieur Matos, qui est le coordinateur du comité. 9 réunions, ils ont traité 4 saisines qui ont été mises en ligne là récemment, et cela représente 67 heures de bénévolat. Donc, il y a eu un gros travail aussi sur le comité d'éthique. Les organismes de formation agréés. Alors, où il s'en est passé? Attendez, je bois un petit Spluck aussi. Parce que... Bon. Spluck, c'est une gorgée en allemand. Mais j'aime bien ce mot, hein, Spluck. Il faut être un peu de légèreté dans cet AG. Alors, non, mais j'avance trop vite en plus, alors ça ne va pas du tout, il faut que je ralentisse. Chanter une petite chanson. Non, pas de belette. C'est que le vendredi soir, la belette. Les organismes de formation... Bon, alors, il y a eu pas mal de choses. Donc, il y a eu pas mal de choses. La fin de l'agrément du master création artistique Paris Cité. On en a parlé, c'est une question qui a été soulevée lors du Forum des professionnels aux journées de musicothérapie de Nantes. Donc je vais revenir là-dessus et je vais prendre un petit temps parce que c'est important, parce que je pense qu'il y a eu un petit problème de communication. Donc il faut revenir là-dessus. En fait, si vous voulez, il faut faire un peu d'historique. Jusqu'à présent, c'est l'Association française de musicothérapie qui s'acquittait de la cotisation pour le master.
Ça, c'était comme ça depuis toujours. Et en février, l'AFM nous a indiqué qu'ils avaient voté en conseil d'administration qui ne payerait plus la cotisation du master. Donc, bien évidemment, à la suite de ça, la situation était un petit peu alambiquée. Donc il fallait remettre un peu les choses à plat et puis discuter. Donc j'ai pu prendre contact avec Todd Lubar et l'équipe pédagogique du master pour voir leur positionnement, comment ils s'impliquaient là-dedans. Je fais juste un petit retour en arrière, mais l'agrément, quand la fédération agrée un organisme de formation, évidemment c'est en lien avec la reconnaissance, mais ça implique des choses, c'est-à-dire s'engager dans un travail autour du référentiel formation au métier de musicothérapeute. La cotisation, j'y reviens, mais c'est important. Et puis, ça veut dire aussi qu'ils peuvent se présenter en tant que pour le collège B du conseil d'administration. Donc, il y a cette implication-là. Et donc quand on en a parlé avec l'équipe de Paris, l'idée, ils m'ont dit en termes de cotisation, c'était compliqué. Et puis qu'eux, ils ont un référentiel formation qui est celui qui s'appelle ECART et qui est le référentiel européen des formations en art-thérapie. Donc, ils ont un référentiel. Donc, le travail engagé spécifique sur le travail d'un référentiel formation musicothérapie n'allait pas forcément dans leur intérêt et dans leur politique, etc. Ce qui s'est tramé derrière, c'est que, à côté de ça, on a la reconnaissance de la qualité de la formation de Paris. Donc on a proposé on a fait plusieurs réunions. Moi, j'ai fait plusieurs réunions avec l'équipe pédagogique pour leur proposer un partenariat en disant, voilà, pour éviter en fait aux nouveaux jeunes diplômés de passer par un dossier de candidature où il faut attester de 1500 heures de pratique professionnelle. Quand on sort de diplôme, on n'a pas forcément 1500 heures de pratique. Donc de faire un partenariat pour faciliter l'adhésion des étudiants, enfin des jeunes diplômés, on va dire, avec une proposition aussi de dossier de candidature simplifié pour eux. Et nous en sommes restés là au 31 décembre 2024. Voilà la situation aujourd'hui, avec l'idée de créer une autre sorte de lien qui n'est pas celui de l'agrément, mais du partenariat. On en est là au 31 décembre 2024. Donc, on a 3 organismes représentés, le DU de Montpellier, le DU de Nantes et l'AMB. Tout le monde est là, vous êtes beaux, vous êtes tous là, c'est magnifique. Vous ne voyez pas, mais ils sont très beaux. Tout le monde est là. Donc voilà, et comme il y a 3 places au conseil d'administration, vous siégez tous au conseil d'administration. J'aimerais maintenant, voilà, je fais cette transition, parler de l'harmonisation des formations, parce que ça, c'est un sujet qui est essentiel et sur lequel il y a eu un très très beau travail cette année, en 2024, qui se continue. Donc, je vais revenir dessus. Les organismes de formation agréés par la Fédération française des musicothérapeutes, comme il est inscrit dans les statuts, ont plusieurs obligations. C'est-à-dire être déjà une formation reconnue par l'État, soit universitaire, soit Calliope, répondre à un certain nombre d'heures de formation. En 1er janvier 2025, c'est, alors, je crois, 526 heures de cours théoriques, sachant vous êtes tous au-dessus, et plus de 500 heures de stage professionnel, sachant que vous êtes tous largement au-dessus. Donc ça, c'est les critères. Tous les organismes agréés de la fédération répondent à ces critères. Une formation qui s'appuie sur des choses importantes. Donc tout le monde est au même niveau. On est bien d'accord. Et cette année, ce qui a été très très chouette, c'est que on a fait quoi? 4 réunions sous la coordination de la FFM. Mais voilà, c'est des réunions où la FFM essaye de se taire. Alors c'est moi, donc j'essaye de me taire, ce qui n'est pas toujours facile. Mais de travailler au référentiel formation. Comme vous le savez, il y a un référentiel qui a été édité fin 2022. Là, un référentiel, c'est bien, mais après, il faut le mettre en œuvre. Et c'est pas de dire, tiens, il y a un référentiel, Nantes, vous faites comme ci, Montpellier comme ci, et Dijon comme ça. Ça ne peut pas marcher, ça ne marche pas. Donc à un moment, j'ai dit, tiens, on va se faire une petite réunion. Bon,
Et comme ça, on va penser ça tous ensemble. Et là où je suis très, très, très contente, c'est qu'on travaille, enfin, il y a un super travail collaboratif entre les trois OA. C'est de collaboration, de coopération, d'harmonisation voilà, des formations avec une vraie co-construction, un vrai travail sur chaque item. Ben, tiens, voilà, comment vous faites, comment nous on fait, ah ben, peut-être nous, il nous manque ça. Et, donc, c'est vraiment un travail extrêmement intéressant. Et là, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'en reprenant le référentiel, vous vous êtes dit, bah, tiens, il y a peut-être des choses à revoir, des titres à revoir, des choses à repenser. Donc, on est sur, pour l'instant, vous êtes sur la révision de ce référentiel-là, avec l'idée de pouvoir avoir un dossier complet qui colle aussi avec la réalité de terrain des organismes. Parce que on peut dire, bah, tiens, il faut faire ça, c'est super, mais après, il y a des données financières économiques qu'il faut prendre aussi en compte. Donc l'idée, c'est de pouvoir harmoniser de façon cohérente. Ah, ça y est, je fais des gestes. Je perds mes mots. Cohérente, concrète. Dans la faisabilité, quoi. Et moi, ce qui me fait très plaisir, c'est que voilà, vous êtes tous là, c'est très beau, c'est très beau. Et donc, tout ça représente. Non, vous avez vu, ça me fait de la joie. Alors, je suis pleine de joie. Non, mais je fais une petite parenthèse pour la visio, mais j'ai le temps. C'est qu'on est arrivé, la porte ne marchait pas. Ensuite, on a eu l'alarme, l'alarme qui a sonné. Ensuite, on n'avait plus d'électricité, donc tout est beau là. Tout est merveilleux en fait. Et vous êtes là, en plus, on est à Nantes, c'est super. Alors voilà, donc tout ça pour vous dire... Non, moi, je trouve ça très très chouette parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Donc voilà. Je continue. Nous allons passer plus aux adhérents. Parce que, donc voilà, nous on fait tout ça. Voilà. On a à peu près fait tout ça cette année. Enfin, on a fait tout ça cette année. Lors de l'AG de l'année dernière, là on se voyait l'après-midi. On était à Lyon et on avait fait première prémisse des groupes régions. Alors, pourquoi les groupes régions? C'est extrêmement important. Ça, c'est priorité 2025, mais j'en parlerai après. C'est qu'on a besoin d'une visibilité nationale, bien évidemment, auprès des entités nationales. Ça, c'est le boulot du CA et du bureau. Par contre, sur le terrain, il faut on a vraiment besoin de tous. Ça a été redit hier et avant-hier aux journées d'études, hein, mais on a besoin de tout le monde. On le fait tous les jours. Évidemment qu'on le fait, on n'a pas le choix. On n'est pas réglementé, donc on est obligé de se batailler. Mais l'idée, c'est que la fédération, et dans ses statuts, c'est bien ciblé, il y a un des points des statuts qui est vraiment rassembler et soutenir la collaboration des professionnels. Donc ça fait partie de nos missions. Et donc on a fait émerger ça lors de l'AG de l'année dernière, où il y a plusieurs groupes qui se sont créés. Et puis après on a nommé... Oh, elle s'est proposée. Doriane Henriot qui a fait une coordination nationale. On a fait plusieurs réunions pour comment on va mettre en place ces groupes régionaux. Donc le déploiement progressif qui s'est fait, une structuration, une communication auprès des adhérents et la mise en place pour les régions où on avait un coordinateur de région. Parce que voilà, on ne peut pas lancer un groupe sans qu'il y ait quelqu'un sur place qui puisse coordonner ça. Donc il y a eu pas mal on couvre 70% du territoire à peu près, et dont l'outre-mer, puisqu'on a un groupe, Guyane, Réunion, Antilles, pardon, je me fais ma map monde dans ma tête, qui est coordonnée par Jenny, qui est au Canada. Tout ça est très logique. C'est très logique, mais ça marche. C'est ça qu'il faut se dire. Et donc aujourd'hui, donc on est toujours au 31 décembre 2024, on a un groupe Île-de-France, un groupe Grand Est, un groupe Bourgogne-Franche-Comté, un groupe Aura, un groupe Occitanie. Attendez, ah oui, je me disais bien, on n'a pas encore PACA, on y travaille. Un groupe Nouvelle-Aquitaine et un groupe Bretagne. Donc il y a eu 18 réunions de fête.
Alors voilà, tout ça prend du temps, hein, il faut mettre en place, il faut relancer, il faut soutenir, voilà. Mais on a eu deux beaux événements qui ont été organisés à l'occasion de la Journée européenne de la musicothérapie en fin d'année, un par le groupe Île-de-France et un par le groupe Hauts-de-France. Donc voilà, c'est progressivement, petit à petit, les musicothérapeutes font leur nid. J'aime bien faire des slogans. Donc ça, c'était un joli projet. Alors voilà, ça avance, ça avance. Je vous en ai parlé. Ah ben, je vous ai déjà tout dit, ça. Donc pareil, on a eu... parce que ben voilà... moi, mes punchlines nulles, mais les adhérents du talent. Alors, quand il y a des bonnes idées, moi, j'aime bien les prendre, les bonnes idées. Donc voilà, on nous a soumis, bah, tiens, ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, si on mettait ça en place, ce projet ambassadeur, donc on l'a mis en place, et il y a des choses qui se sont faites et qui permettent aussi de créer du lien à l'échelle départementale, régionale, mais nous aussi, voilà, ça nous fait des listings de gens à solliciter, et puis une reconnaissance terrain importante. Et pour ça, le CA a alloué un budget de 400 € annuels qui correspondent à 8 projets ambassadeurs, parce qu'il y a un défraiement de 50 € par projet. Et donc, comme je vous disais, il y en a 4 qui ont été mis en place, validés, et 3 qui ont été mis en œuvre en 2024. Les visios thématiques, on est bien. On arrive au bout, hein, je vous rassure. Alors, on a prolongé les visios thématiques qui étaient déjà en place. Il y a eu quelques petites évolutions parce qu'il y a des visios qui sont arrêtées, dont pratique libérale et jeunes diplômés, en fait, on a modifié. C'est-à-dire qu'on le fait de janvier, enfin, parce que les diplômés qui sont diplômés en octobre, souvent ils adhèrent en janvier, parce que voilà, puisque le coût n'est pas le même. Et donc on fait cette visio de janvier à juin pour accompagner sur vraiment le début de leur pratique. Et outils d'évaluation a été arrêté, et donc pratique libérale, et ont été créés instrumentarium et tutorat de stage. Et aussi... Non, 2025, je suis en 2024. Eh ouais. C'est visé 2025. Et aussi, on a pu, ça c'était une idée 2023, donc qui s'est mis en œuvre en 2024, on a lancé cette idée de table ronde, donc on a pu en organiser 2. La première était justement sur les instruments numériques en musicothérapie. Et la deuxième était autour de la recherche, et tous les documents sont disponibles, et il y a un replay de la visio-recherche, enfin de la table ronde recherche qui a été mise en place. Les tables rondes, l'objectif, c'est d'un sujet précis. On fait venir aussi des personnes qui ne sont pas forcément de la fédération extérieure, qui peuvent avoir leur expertise, et puis on échange sur nos pratiques. Et voilà, je vous raconterai après les projets qu'on a pour les tables rondes 2025. Mais voilà, et tout ça représente 203 heures de bénévolat. Voilà. La communication, il est là. Voilà. Il n'y a pas que Benjamin, hein, mais... alors, la communication, c'est important, c'est le nerf de la guerre. Et c'est intense. Vous remarquerez que c'est un des pôles qui a le plus d'heures de bénévolat, hein, avec 655 heures, et je pense que c'est un peu au rabais. L'objectif, bien évidemment, c'est de renforcer et développer notre visibilité, et c'est que ça soit pour vous les adhérents, pour le grand public, pour les institutions. Donc il y a pas mal de choses qui ont évolué cette année. On a essayé d'optimiser, donc on est 4 dans la commission. Voilà. On est 4. Il y a eu un départ et une arrivée. Et on a optimisé les outils pour aller plus vite, nous, en termes de faire moins de réunions et puis être plus opérationnel. Et dans les projets spécifiques, dans ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a modifié pas mal de choses du site internet avec une mise à jour plus régulière, notamment de la page actualité. On a créé la page événements aussi, où vous avez tout ce qui se passe en interne, en externe. On a organisé, donc ça c'était quand même un bon boulot. Après, il y a toute la com mensuelle, vous voyez, des réseaux, parce qu'il faut alimenter, hein.
c'est le monde merveilleux de notre monde. Donc, il faut toujours avoir quelque chose à dire. Donc, voilà, on a structuré. Il y a des posts MTC tous les mois qui fonctionnent bien. On essaye de faire des posts aussi sur le fonctionnement de la fédération, sur nos partenaires, voilà, faire des allers-retours. On a voté aussi en CA le fait de pouvoir plus valoriser les travaux des adhérents. Donc, voilà, quand il y a des travaux, vous faites des recherches, vous faites des publications, etc. On essaye autant que faire se peut de republier tout ça. On a travaillé sur la webconférence de la Journée européenne de la musicothérapie. On a fait un petit concours, hein, d'ailleurs. Peut-être qu'on refera un petit concours. Avec des dons de gens qui font des claps. Bref, je passe. On a mis en place pas mal de replays, parce qu'on met de plus en plus de vidéos à disposition, et à chaque fois qu'on fait une webconférence avec des partenaires, elles sont à disposition dans l'espace adhérent ou sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on a fait, Benjamin? On a fait les newsletters extérieurs aussi, ça on a ouvert. Donc, enfin voilà, c'est vraiment la communication, c'est un gros travail. Donc, après, n'hésitez pas aussi à nous faire des retours parce que voilà, mais tous les retours sont bons. Ouais, vous voyez, c'est la dernière. C'est magnifique, on est hyper bien et on va même pouvoir discuter. Et au niveau des candidatures, on a la commission candidature, vous savez, qui accompagne les personnes qui veulent adhérer à la fédération mais qui ne sont pas issues d'un organisme agréé de la FFM. Donc bien évidemment, la commission candidature a géré les candidatures, ce qui semble un peu logique. J'ai plus tout à fait les chiffres en tête. Il y a eu 11 dossiers accompagnés et on en a validé un en 2024. Merci. Donc, il y en aura plein en 2025. Après, si les dossiers ne sont pas validés, c'est qu'il n'y a pas le nombre d'heures. Voilà, ça ne répond pas aux critères, tout simplement. Je sais que vous avez fait une mise à jour du dossier, enfin une relecture. Ça, je vous avais sollicité là-dessus pour faire une relecture du dossier, pour voir s'il y avait des choses à faire évoluer. Puis en fait, on était plutôt bien. Et puis, vous avez mené, et ça c'est aussi en continu, une veille sur... qu'est-ce que je dis une veille sur les organismes, enfin faire une sorte de tableau et de recensement des organismes de formation à l'échelle européenne et internationale qui répondent quand même à un certain nombre de critères pour faciliter aussi quand les gens viennent de là, on sait qu'ils répondent aux exigences FFM. Donc petite mise à jour des processus et puis je vous ai sollicité pour commencer une réflexion qui va se poursuivre sur la supervision et la supervision les musicothérapeutes superviseurs. Voilà. Donc ça, on verra ça l'année prochaine. Mais donc il y a eu un bon travail aussi de réflexion au-delà juste de l'accompagnement. Et vous avez reçu le mois dernier un petit appel à candidature. On en a eu 2, s'il y en a d'autres, voilà, pour renouveler un petit peu la commission. Donc n'hésitez pas à vous référer à Floriane. Candidature@musicothérapeute.fr. Et tout ça représente 62 heures de bénévolat sur l'année 2024. Je vous ai à peu près tout dit sur pas tout, hein, mais voilà, en gros, les travaux qui ont été faits en 2024 avec 2 axes, c'est voilà, visibilité, réglementation, adhérents, et tout ça va bien évidemment ensemble. Ah! Eh bien, c'est le moment. C'est le moment. Ah! On peut passer en 2025. Super. J'ai pas mis les points sur les i. Ah oui, mais ça c'est la nuit, il manque des i. J'ai fait des PowerPoint la nuit. Donc il manque un i, mais on a bien compris. Administration. Donc comme vous le savez, nous avons fait le tirage au sort pour faire évoluer par tiers le conseil d'administration, comme il est prévu dans les statuts tous les ans. Et donc, ont été tirés au sort cette année, donc pour le collège A, des professionnels Delphine Ferniaud et Doriane Henriot, et Célia Pujol et Floriane Cadomela. Et pour le... Pardon, il y a Abir qui vient d'arriver.
Je continue pour les gens en ligne. Et pour le collège B, donc des organismes de formation, a été tiré au sort le binôme de l'AMB, à savoir Patrick Berthelon et Julie Gébel. Nous avons eu plusieurs candidatures. Vous avez voté. Voilà. J'aimerais tout d'abord remercier évidemment Delphine, Doriane, je pense qu'elles sont là, je vous regarde là. Delphine, Doriane, Célia, Julie, Floriane et Patrick, on va y revenir, pour cette collaboration et votre participation. C'était voilà, c'était chouette, voilà. Donc je suis un peu émue, tu sais, je suis même émue. Je suis émue parce que voilà, il y a des personnes qui s'en vont, mais il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Et je suis très, 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 très heureuse de vous présenter notre nouveau conseil d'administration. Et nous accueillons dans cette belle assemblée, cette belle équipe, le binôme de Sébastien Guay et de Lara Reynaud. Ah oui, on ne voit pas très bien, mais voilà, ils sont là. Floriane a été suppléante, elle est devenue titulaire, donc bienvenue Floriane et Maud-Marie Le Mignon. Et puis nous avons, j'ai pas mes lunettes, ouais, je ne vois vraiment rien, le binôme de Delphine Girard et Christophe Musset qui sont là, donc bienvenue. Et puis pour les organismes de formation agréés, et Camille, pardon Camille qui prend la suppléance de Cyril. Excuse-moi Camille, j'ai honte. Donc voilà, Camille, alors Cyril, alors moi, Cyril, en dessous, Camille Maraturesh, pardon, j'ai pas dit ton nom Camille. Maraturesh, pardon. Non mais je vais y arriver. Oh. Et puis nous avons le grand plaisir que l'AMB déjà soit recandidatée et d'accueillir Lise Henry en suppléance de Patrick Berthelon. Merci beaucoup pour ça. Je suis ravie de vous accueillir. Voilà. Pour information pour tout le monde, nous aurons notre premier conseil d'administration sous cette forme mardi soir. Voilà. Donc les travaux, ça y est, c'est parti. Et merci pour votre participation parce qu'on a eu 61% de votes. Et on s'est même dit avec Aude, c'est mieux que les politiques. Donc bravo, bienvenue. C'est vrai? C'est toi qui as dit. Moi, par rapport aux candidatures, je suis très contente parce qu'il y a eu beaucoup de spontanéité, beaucoup de gens qui sont venus sans forcément qu'on aille trop les chercher. Donc, pour moi, c'est un signe positif, voilà, que les gens ont envie de faire partie de cette grande équipe. Donc, bienvenue et nous aurons plein de belles choses à faire pour cette année 2025. Nous allons passer au plan d'action, parce que c'est bien beau, hein, mais maintenant, il faut avancer. Quelle heure est-il, Madame Persil 11h20, Madame Poitvin. Alors, j'ai pas le bon PowerPoint. OK. Donc, on va faire à l'ancienne. Ça, c'est les petites chaînes. Alors, je bois un petit schplouc. Donc, bon, si vous voulez... Attendez. Hop. Vous le voyez, moi, je ne l'ai pas, mais c'est pas grave. Ah, peut-être j'ai un plan... Est-ce qu'on n'en a pas un peu marre des plans B? Si. OK. Donc, je vais reprendre un document. Je vais m'aider. Excusez-moi pour ce petit... voilà. Tac. Si vous voulez, pour 2025, notre objectif, c'est de poursuivre la démarche qu'on a pu mettre en place en 2024. Il y a 2 points qui sont essentiels, toujours dans cette notion de réglementation. La première, c'est qu'il faut qu'on avance sur l'harmonisation des formations. Le travail est en cours et ça avance. Donc voilà, on va se fixer des objectifs, des deadlines pour proposer une version mise à jour du référentiel et un étalonnement sur l'année. Ça y est, j'ai plus de main. C'est un étalonnement de mise en œuvre qui soit effectif. Donc ça, c'est un des points importants. Et l'autre point important de nos missions de cette année, c'est de continuer cette visibilité de nous. On en a vraiment besoin. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand on a fait les missions congrès et puis les différentes journées auxquelles moi j'ai pu participer aussi, les gens sont très contents de nous connaître mais ne nous connaissent pas.
Et ils sont toujours là, ah, oui, vous êtes structurés. Ben oui, en fait, on est structurés. Et là, je vais insister beaucoup là-dessus parce que donc on va relancer une mission congrès cette année qui a déjà été votée en début d'année. On a plusieurs travaux qui sont en cours, en fait, des collaborations, notamment avec Hervé Platel, avec Gérard Mick, qui se mettent en place pour proposer des choses et accompagner. On a commencé à soumettre et on va continuer des Enfin, je dis ça, mais en fait, il faut que vous le votiez. Donc, la perspective, excusez-moi, c'était très mal fait. En tout cas, de participer aussi activement à des congrès, pas juste d'être présent, mais de proposer des symposiums, des publications. Enfin, on a commencé à répondre à des appels à communication. Donc, tout ce travail-là, on va continuer à le faire. Et pour moi, ce qui est très important cette année, c'est qu'on puisse aussi renforcer et avoir une vraie assise régionale et départementale. Donc, on a lancé ces groupes régions-là. Moi, je mise beaucoup là-dessus cette année pour que vraiment il y ait voilà, on communique de partout et que chacun prenne sa place. Et dans ces groupes régions, c'est ce que j'ai déjà commencé à initier auprès des coordinateurs et qui va être renforcé. Enfin, c'est l'objectif, c'est de pouvoir aussi voir qu'est-ce qui se passe dans ma région, comment moi je peux y participer. Il y a le projet ambassadeur, après, voilà, s'il y a des besoins, évidemment, le conseil d'administration et des propositions qui sont bonnes, on y réfléchira. On le fera avec grand plaisir, mais ça va être vraiment 2025, on a besoin de ça. Et on a aussi besoin, et nous au niveau du conseil d'administration, de faire un travail sur, évidemment, sur les stratégies, sur la réglementation et les étapes, en s'appuyant sur nos partenaires. Donc c'est aussi l'idée de pouvoir développer les partenariats plus institutionnels, mais aussi avec les mutuelles, etc. Vous avez eu, parce que là on est en 2025, je peux en parler, par rapport à la loi de finances, l'article 10 de la loi de finances 2025, sur lequel on s'est positionné parce qu'une grande partie de nos adhérents vous êtes, et j'ai été très très longtemps auto-entrepreneur, donc c'est un point important et qui nous a permis d'être en lien avec la direction de l'UNAPL, avec la direction de l'UNAPL, l'Union nationale des professions libérales, et la FNAE, donc la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. Et c'est aussi des échanges qu'on veut, d'un point de vue de relations publiques, ouvrir pour pouvoir aussi être représenté en tant que profession libérale, non réglementée soit, mais en tout cas profession libérale auprès des instances. Donc c'est tout ce travail-là qu'il faut qu'on aborde en conseil d'administration et sur lequel on va s'axer. Partenariat, voilà, avoir une vraie politique. Alors ça, c'est plus de l'organisation pour qu'on puisse développer. Moi, j'aimerais bien qu'on développe des choses sur les mutuelles parce qu'on nous le demande beaucoup. Voilà, que ça soit au profit des patients, des musicothérapeutes, bien évidemment, que tout le monde s'y retrouve en passant par ces partenariats-là. Continuer à renforcer nos partenariats actuels, aussi pour pouvoir avoir toute une recommandation institutionnelle de nos efforts. Continuer, et ça c'est déjà en cours, mais notre collaboration avec la NPIS, donc j'ai repris la coordination du groupe musicothérapie de la NPIS pour qu'on soit vraiment partie prenante. Attendez, j'ai tout dans la tête. Donc c'est peut-être un peu brouillon. Et il y a aussi l'aspect avec... on est en train d'écrire des guides, faire des publications. Au niveau de l'enquête et de l'observatoire, on aimerait lancer 2 enquêtes, une Parkinson, une pour la population Alzheimer, avec nos partenaires, que ce soit en interne, pour avoir ces données-là. Et déjà préparer une enquête 2026 pour toujours avoir ces apports-là. Et attendez, il faut que je pense à tout. Participation au congrès. Excusez-moi. Je fais au mieux. Est-ce que j'ai tout dans la tête ? Formation, la mise en œuvre de notre partenariat FM, SFM, FFM. Ça aussi, c'est important, parce que là, on a une base maintenant, il faut faire les choses. La création de nouvelles ressources pour les adhérents, ça fait partie, mais toujours en lien avec nos partenaires aussi. On est en lien, et ça, c'est des choses qui vont se mettre en place avec l'Université Paris-Sorbonne pour l'organisation d'une journée d'études sur musique, neurosciences et santé. Et le groupe Île-de-France sera partenaire de ça aussi. Il va y avoir des évolutions dans les visios thématiques avec des petites modifications et une nouvelle visio. Allez, je l'annonce.
Ah si, Emmanuel t'a dit que tu faisais. Emmanuel Pomaret nous a gentiment proposé de créer une visio handicap et polyhandicap, donc ça c'est super. Et Elisa Lafont, tu as proposé aussi très spontanément la mise en place d'une visio psychiatrique qui a débuté en janvier. Donc ça c'est super. Un cycle de table ronde, nous ce qu'on aimerait aussi, et ça c'est ressorti des échanges qu'on a eus, notamment en bilan, enfin à l'Observatoire et quand on a fait le bilan de la mission congrès, c'est de soutenir aussi de vous soutenir dans votre démarche de recherche. Faire une recherche c'est compliqué, ça prend du temps, etc., etc. Par contre il y a d'autres moyens de soumettre, notamment les posters. De présenter des études de cas, etc. Donc on aimerait vous accompagner là-dedans, en créant notamment un cycle de table ronde. Donc ça on le fera, je pense, à partir du printemps, pour vous accompagner, donner des guides et des références, etc., pour qu'on puisse travailler ensemble et que vous soyez porteur en fait de recherche et surtout de publication. Merci. Parce qu'il veut, hein ? Parce qu'on n'est pas obligé de faire de la recherche pour publier, ça fera un bon gimmick, et qu'on peut voilà, présenter aussi son travail dans d'autres contextes qui sont tout à fait... Quand on a fait notre mission congrès, il y a eu... on envoyait des posters, enfin toi, Aude en a publié un, Salomé qui est là, voilà, a publié aussi à la NPIS, Cynthia qui est là, a publié, donc voilà. Donc ça, on aimerait vraiment vous accompagner là-dessus. Au niveau de l'Observatoire, notamment dans ce pôle recherche, on aimerait bien pouvoir plus soutenir ça et puis surtout faire une sorte de recensement de tous ces aspects recherche, recommandations HAS, etc. etc. Est-ce que... Ouais, donc l'idée c'est visibilité, soutenir les collaborations, développer notre aura, c'est beau ça, et continuer à maintenir les offres aux adhérents, déjà tout ce qui existe, mais en renforçant ce qui existe. Voilà, pour le moment, c'est ça. Et avec un accent highlight sur les groupes régions. Et puis je vous ai dit sur le travail de la supervision, voilà, travailler aussi au niveau du dossier candidature. On a des personnes qui doivent prendre leur train ici en présentiel à Nantes. Peut-être qu'il pourrait être intéressant de préciser, c'est comment tous ces travaux sont indispensables à finalement la démarche de reconnaissance du métier, peut-être pour expliciter en quoi, pourquoi vous avez priorisé ces missions-là et en quoi en définitive, elles permettront en tout cas de faire des propositions pour la reconnaissance légale du métier en France. Il nous reste un point. Et après, chez vous, vous pouvez reprendre une vie normale et nous, on boit un coup. Les cotisations 2026, c'est une obligation des statuts que nous votions ça chaque année ensemble et évidemment que ce soit les adhérents d'une association qui valident les propositions de cotisation. L'année dernière, nous n'avions rien changé. On s'était dit, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient augmenté. On s'est dit, on reste sur quelque chose voilà, on ne pas en rajouter. Et cette année, on a, grâce à la campagne Eloasso aussi, proposé un paiement pour le tarif jeune adhérent, jeune retraité de 45, payable en 3 fois, sans frais, via Eloasso. Maëlie, tu veux venir avec moi? Mais oui, nous vous faisons une proposition. Voilà. On a réfléchi à 3 choses. Je pense qu'on votera les 3 en fait. Enfin, le numéro 1, on ne va pas le voter, mais... Non, il faut voter les changements. Un changement, ok. Bon, ensemble. Donc on votera ensemble. Mais on peut, tout ça se négocie. Hein. On peut faire des... Ça, c'est une proposition. C'est pour les OA, en fait, que je... Excusez-moi, je ris fort, c'est insupportable. Alors, donc, on s'est dit, les jeunes diplômés, les jeunes retraités, on va rester à 45. Voilà, on n'augmente pas, parce qu'on est gentil, toujours avec cette possibilité de payer en 3 fois. Après, vous avez vu, il y a des frais, et vous vous doutez bien que la banque, la compta, l'Internet et tout ça, tout le monde a augmenté. Donc nous, voilà, dans le budget, ça augmente aussi. C'est le cas pour tout à chacun. Hein. On est tous dans la même situation. Le monde est de plus en plus cher. Donc on voulait vous proposer une adhésion simple, basique,
de l'augmenter de 5 €, donc passer à 75, mais avec cette possibilité de payer en 3 fois, ce qui est quand même une solution. Ça fait 25 € sur 3 mois. Voilà. Donc ça, c'est pour les adhésions simples. Et pour les OA, je vois qu'il faut un conciliabule. Aujourd'hui, c'est 330 et on vous propose d'augmenter de je ne sais pas combien de pourcents, mais de 20 € la cotisation à la FFM à partir de 2026. Ça, c'est une proposition. C'est à vous de faire vos retours. Alors déjà, on va commencer par... On reste sur 45. Ça, c'est bon. Alors, on ne peut pas payer en 10 fois parce qu'en fait, il y a un moment, on a des limites. Ah, mais il est où, Charles? Je cherche Charles. Charles, c'est toi qui fais LOASO. Et en fait, il y a des limites d'organisation. Et même nous, en compta, on ne peut pas faire au-delà de 3 fois. Mais c'est pas mal. Et précise aussi que c'est en 3 fois si l'adhésion est prise jusqu'au 31 juin. Ça, on l'extendra un peu si ça se fait. Mais après, il y a une date limite. Pour les 45 €, cette année, c'était jusqu'au 31 janvier. En fait, c'est une question de compta et de trésorerie. Parce que, hein? 3 prélèvements en janvier, février. Voilà, 3 prélèvements, janvier, février, mars. Ce qu'on peut rajouter, c'est que ce n'était pas possible jusqu'à maintenant, parce qu'avec LOASO, en fait, il faut vraiment 3 montants identiques. Donc 70 divisé par 3, ce n'était pas possible. Donc là, 75 divisé par 3, ça sera possible. Donc c'est pour ça que ce n'était pas possible jusqu'à maintenant. Bien vu de le préciser, Maëlie. Et oui, parce que 70 par 3, ça ne marche pas. On a tout tenté. Voilà, soit on perd 1 centime, soit on en gagne un de trop. Donc ça ne marchait pas. Donc, mais bien vu. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi permettre cette option-là. Et on ne va pas diminuer. Donc déjà, est-ce que vous avez des retours sur la cotisation des adhérents à 75 en 3 fois? Et ce qui change aussi, oui. Lara a une question. Regarde. Ouais. Alors, LOASO, nous, on a voté LOASO en CA, l'utilisation des LOASO jusqu'en 2025-2026. Et je crois que c'est tout. Peut-être 2027, mais pour 2 ans. Moi, j'ai un doute pour 2027. Donc, en fait, l'utilisation des LOASO, c'est pour cette année, l'année prochaine. Ça, on l'a validé ensemble. Mais après, on peut passer par un autre moyen. Donc, il faut pas. LOASO ne va pas conditionner l'augmentation des cotisations. Ça n'a pas de sens, ça. C'est juste là l'option qu'on peut proposer, parce qu'on sait que ça a un coût, hein, on le paye tous. Mais l'idée, c'est si on le fait sur 3 mois, c'est moins, ça se sent moins, quoi. Et on a eu pas mal d'adhérents qui nous ont dit j'ai attendu mars parce qu'avant je pouvais pas. Et c'est vrai qu'en janvier, janvier c'est quand même le mois où on n'a pas de sous. Soyons honnêtes. Non mais c'est vrai, hein? Et on a besoin de plus parce que tout augmente. Il y a Aude qui veut nous dire des trucs. Non, mais ce qui nous a fait pencher vers cette cotisation qui augmente de 5 €, c'est d'une part, parce qu'on l'a dit, les frais augmentent alors pour nous tous dans notre quotidien, mais du coup pour la FFM aussi forcément, parce qu'on a un peu les mêmes frais quotidiens. Il y a aussi le fait qu'on vous l'a expliqué pour l'année 2024 et pour le plan d'action 2025, on fait de plus en plus de déplacements en congrès. On a besoin de cette visibilité, on a besoin d'être au contact des grandes instances et des pouvoirs publics. On est tous chacun dans notre coin de la France, donc forcément on n'est pas tous là où sont les politiques. Donc on a besoin de se déplacer en France, on a besoin d'être présent sur des congrès, on a besoin d'aller à des réunions qui ne sont pas à côté de chez nous, et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Ce qui était moins fait avant l'année dernière, ce qu'on va faire de plus en plus, on vous l'a présenté
depuis l'année dernière et les années qui vont suivre, parce que ça nous paraît, et c'est pas que ça nous paraît, c'est que c'est indispensable dans cette démarche de réglementation. Donc forcément, plus il y a de déplacements, plus il y a de frais, plus les congrès, ça coûte cher, les inscriptions au congrès, hein, c'est hyper cher, surtout ceux auxquels on va. C'est pas fait exprès, mais voilà. Donc finalement, les raisons de cette augmentation, ce sont celles-là, enfin de la proposition d'augmentation en tout cas, ce sont celles-là. Après, cette idée de payer en 3 fois sur Helloasso, finalement, c'est un plus. C'est bon, si on est à 75 €, c'est cool, parce que le paiement en 3 fois, il est possible. Donc ce chiffre de 75 €, il n'est pas décidé parce que ça peut être payé en 3 fois sur Helloasso, il est décidé pour toutes les raisons que je viens de vous donner. Et en plus, ça peut être plus confortable peut-être pour certains d'avoir cette possibilité de payer en 3 fois. Donc c'est vraiment la petite touche finale, quoi. Non, oui, c'était dans ce sens-là, parce que c'est vrai que la participation au congrès, ça paraît énorme, mais il faut savoir que nous, les personnes qui vont au congrès prennent congé pour y aller ou ne travaillent pas. Donc en fait, c'est aussi d'un investissement en nature qui est aussi important. C'est juste des remboursements de frais, même on essaye de limiter les frais au possible. Moi, j'avais été hébergée par quelqu'un que je connaissais pour pas que la FFM. Donc voilà, on est vraiment en économie tout le temps. Et donc, c'est un investissement qui paraît énorme. Mais en fait, il est peu. En fait, ça pourrait être le double, clairement. Et pas oublier, oui, aussi tout ce bénévolat qui est fait quand même. On le voit là. Je veux dire, le personnel bénévole aussi. Si on devait payer les gens, c'est 75 € pour autant de bénévolat. C'est pas énorme, hein, finalement. Donc voilà, pas aussi oublier cette notion, en fait, que voilà, c'est une petite contribution. Et les bénévoles payent leurs cotisations aussi, hein. Du coup, je voulais continuer dans la lignée de ce que dit Gaëtan pour peut-être que quand on est adhérent et que cette cotisation, elle peut paraître élevée si on la rapporte au ratio que ce que nous rapporte la musicothérapie. Typiquement pour les gens qui peuvent être à temps partiel et dont les revenus issus de la musicothérapie ne sont pas forcément énormes, surtout en début de carrière. Il y a peut-être une rationalisation, c'est de le voir en termes d'investissement. Et je pense notamment à cette présence au congrès de la fédération, parce que quand la fédération, en tant que fédération, est présente et parle à un parterre, l'idée c'est de pouvoir faire des présentations de plus en plus, mais déjà est présente, parle aux responsables de ces associations, ça permet que dans le milieu des prescripteurs, donc si on imagine en gériatrie des gériatres ou un congrès de la douleur, des médecins qui sont dans les centres douleurs, etc., il y a une connaissance et une compréhension de ce qu'est la musicothérapie, du fait qu'elle est structurée. Et ça, pour la cotisation que verse chaque adhérent, c'est un investissement sur le temps qu'il pourra gagner lui quand il va rencontrer différentes personnes. Quand le site, par exemple, de la Société française sur la douleur, la Société scientifique de la douleur, sur son site mentionne la musicothérapie, on peut imaginer que les médecins spécialisés en douleur, c'est là-dessus qu'ils vont s'appuyer pour savoir s'ils vous reçoivent ou pas, si vous postulez dans un service, ou s'ils ont des patients qui leur parlent de la musicothérapie et qui leur demandent est-ce que ça a un intérêt ou pas. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là qui peut peut-être permettre de rationaliser l'investissement qu'on fait dans la cotisation par rapport à ce qui est mis en place, là, le travail particulièrement sur les congrès. Et à plus long terme, c'est la question de cette reconnaissance légale qui demande à la fois de l'énergie et des moyens humains, mais qui est pour l'instant fournie par le bénévolat, mais qui demande nécessairement des moyens financiers importants. Et on a aussi cette réflexion-là au niveau des organismes de formation, c'est-à-dire on veut augmenter par exemple l'exigence et la qualité des formations, ce qui a un coût. Et pour l'instant, la reconnaissance, elle n'est pas là. Mais on le fait en prévision et en espérant qu'on atteigne cette reconnaissance. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si on ne met pas les moyens en amont, on ne peut pas arriver aux objectifs. Mais on comprend aussi la difficulté que ça peut être au moment T. Je vais ajouter quelque chose aussi sur les congrès. Donc moi, j'étais au congrès de gériatrie avec Sophie. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était
presque inexistant. Alors qu'en gériatrie, on est là depuis longtemps, la musicothérapie, on a plein d'études reconnues. C'était rempli de médecins dans un auditoire énorme. Elle parlait des thérapies non médicamenteuses pour tout ce qui était la douleur, etc. Et je me dis, elle va parler de la musicothérapie, rien. Elle a parlé de la vidéo, l'imagerie, la réalité virtuelle. Il y a beaucoup moins d'études là-dessus. Et donc moi, j'ai levé ma main devant tout le monde en disant, la musicothérapie, s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Et elle était gênée parce qu'en fait, elle a bien reconnu devant tout l'auditoire que, en fait, la musicothérapie avait sa place. Et en fait, c'est ça aussi quand on va à des congrès, en fait, on pose des questions devant des centaines de personnes. C'est pas juste pour faire coucou, bonjour. Voilà, c'est vraiment, en fait, l'idée de dire on est là, on existe. Et à chaque fois de dire, il y a la fédération des musicothérapeutes. Vraiment, on a vraiment un travail en amont de comment on va se présenter, qu'est-ce qu'on va dire, quand on va intervenir. Et il faut savoir que ces congrès, il y a droit à 2-3 questions. Hein. Donc, nous, on était au taquet. Je levais ma main le plus vite possible. Et franchement, en fait, après, les gens, ils nous parlent, ils nous disent c'est bien que vous soyez là et racontez-nous. Et voilà. Et il n'y a que comme ça. Mais vraiment, j'ai été étonnée de voir qu'on n'existait presque pas, alors que je croyais qu'on était en terrain conquis, en fait. Merci Gaëtane. Et pardon, Abir. Alors, par quoi commencer? Déjà, en fait, le budget, il y a des prévisions des contributions volontaires en nature, c'est-à-dire ça n'existe pas. Voilà, donc il y a plus de rentrées que de sorties, on est bien d'accord? Non. Le budget prévisionnel est toujours équilibré. Il a été voté le budget prévisionnel. Non, mais c'était par rapport au tableau qui était affiché, les 42 000 et 500. Ils sont des deux côtés. C'est des deux côtés. D'accord, ok. Ah bah c'est bien. Normalement, une association, c'est à but non lucratif. Et là, en fait, le fait de voir que ça monte et ça monte et ça monte, bah en fait... Oui. Attends, c'était pas c'est à 70 € depuis quand? 70 €, c'est depuis 2 ans. Et avant, c'était à combien? 65. En fait, on augmente à chaque fois et pas tous les ans de 5 €. Ok. Il faut savoir quand même, Mickaël, tu vas savoir mieux que moi, et tu me dis si je me trompe, mais quand il y a eu tout le travail qui a été fait avec le cabinet de conseil Alévia, Alévia avait conseillé d'augmenter la cotisation à 80 €. On était à 65 à ce moment-là. C'est quand nous, on a pris le... On était à 45. C'est quand nous, on a repris. Ok, d'accord. Quand nous, on a repris le bureau, c'était 60. Cette année-là, on a dit 65. Enfin, je n'ai plus les chiffres exacts, mais en gros, Alévia nous conseillait d'augmenter à 40. L'ancien bureau, à 80, pardon. L'ancien bureau et nous, comme c'était au moment de la passation, on s'est dit on ne va pas augmenter à 80 direct. Personne ne peut, personne ne comprendra, et c'est tout à fait logique. Et donc, on y va tranquillement par palier. C'est pour ça que c'est passé à 65. Il y a 2 ans à 70. Il y a 2 ans. Enfin, non, 2024. Première année, c'était 70. 2023. 2024, on n'a rien changé. 2025 non plus. Enfin, bref. En gros, il y a eu 2 ans qui sont restés à 70. Voilà. C'est pour ça que là, pour la cotisation 2026, on propose 65. Donc, 75. Fatigué. Donc, on augmente par palier. Et il faut savoir que, de toute façon, dans toute association de quelque activité que ce soit une association sportive, une association, une école de musique associative, par exemple, peu importe, il y a toujours une cotisation. Mais ça, je suis bien d'accord. Et quand on regarde aussi, parce qu'on a un peu regardé ce qui se fait autour de nous quand même, quand on regarde les associations professionnelles, autres professionnelles en autres pratiques, ils sont plus chers que nous. On est par Oui, mais c'est pas pareil. On se compare avec quelle association, pardon? Par exemple, quand
Parce que les orthophonistes, quand ils sortent de formation, en fait, les orthophonistes ont des listes d'attente pas possibles. C'est-à-dire qu'ils ont presque tous des temps pleins après. Moi, en fait, là, c'est vrai que déjà, ça montre un peu, Abir, quand tu poses des questions, qu'il y a des choses qui sont peut-être pas très claires et pas très claires pour tous les adhérents. Et ça, c'est à prendre en considération. Peut-être que dans notre manière, et moi, j'apprécie beaucoup comment vous êtes en train d'expliquer et d'une manière très pédagogique. Je vois aussi que le côté finance, c'est là où on s'arrête à la fin le plus. Voter un bilan moral, ça passe sans problème. Voter un budget, ça passe sans problème. On arrive maintenant aux cotisations, ça pose un problème. Donc moi, à mon avis, il faudra quand même qu'on se pose face à ce problème. Parce qu'effectivement, on n'a pas, nous, on ne peut pas se comparer à des associations qui, après 5 ans d'études, ils vont avoir presque tous, après, être embauchés et avoir un temps plein dans leur métier. Nous, aujourd'hui, on fait adhérer, et il faut qu'on arrive, on est une fédération, il faut qu'on arrive à faire adhérer les personnes qui arrivent à avoir un temps plein en musicothérapie, ceux qui ont un mi-temps en musicothérapie, et ceux qui ont 2-3 prestations en musicothérapie, qui n'arrivent même pas à mi-temps en musicothérapie. Je crois que le rôle d'une fédération, il est plutôt là. Est-ce que, et je comprends très bien, il n'y a aucun doute sur l'énergie qu'on met, et que ce soit les CA, les membres du CA et le bureau, et quand on regarde le nombre d'heures que vous passez, qui équivaut à 2,2, il a dit 2,2 quand même de salaire à temps plein, c'est énorme. Et chapeau bas, vraiment, pour l'énergie que vous mettez avec cette organisation, cette belle structuration, il n'y a aucun souci. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a vu que les adhésions baissent. C'est-à-dire qu'il y a un vrai quand même questionnement à se poser à ce niveau-là. On peut se dire, est-ce que cette énergie, au lieu d'augmenter les adhésions qui peuvent poser problème à beaucoup de musicothérapeutes, est-ce qu'on ne garde pas là et on voit comment on va optimiser les choses d'une autre manière? C'est-à-dire là, 5 € de plus pour 300 adhérents, on est à 1 500 €. Ces 1 500 €, comment la FFM, elle peut peut-être aller les chercher sans augmenter les adhésions, justement, d'une autre manière, pour substituer à des frais qui sont quand même essentiels. C'est là où moi je me dis, c'est-à-dire que finalement, les recettes de la FFM, c'est à 100% les cotisations. C'est-à-dire que les cotisations sont pour nous vitales, en fait. Oui, mais quand ça reste vital, elles vont augmenter de plus en plus. Sauf que la fédération, aujourd'hui, pour les adhérents, n'est pas vitale. Vous voyez de quoi je parle? On a un déséquilibre, à mon avis, un déséquilibre. Donc pour moi, j'aurais plutôt l'envie, et je pense stratégiquement, c'est de ne pas toucher aux cotisations, de pouvoir peut-être regarder comment on peut mobiliser les ressources différemment et justement comment chercher de l'argent d'une autre manière aussi pour soutenir un peu ces revenus qui sont finalement que cotisations, quoi. L'ancienne équipe avait fait des demandes de subvention, avait monté des dossiers de subvention pour qu'on ait de l'argent en plus pour ces événements-là. Et donc si on ne met pas en place des événements exceptionnels, et Charles et Maïli, vous êtes mieux placés que moi pour en parler, donc dites-moi si vous voulez rajouter quelque chose qui me compte, mais si on ne met pas en place des événements exceptionnels, on ne peut pas demander des subventions exceptionnelles. Donc il faut qu'on tourne avec ce qu'on a là. Là, je vais parler en tant que Aude, en tant que FFM, moi je pense que là, aujourd'hui, monter un événement exceptionnel déjà à 1 an de notre fin de mandat et avec déjà toute l'énergie qu'on met dans le reste, là, moi je finis en HP. Non mais très clairement, je vous le dis. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'a ni les moyens humains, ni le temps pour monter un événement exceptionnel pour avoir de l'argent en plus. Donc déjà ça, pour moi, c'est pas une solution qui est possible. Après, si vous connaissez d'autres moyens... J'ai une idée de moyens que j'ai proposé au CA à un moment donné, c'était justement d'ouvrir les cotisations aux étudiants en musicothérapie. Ouvrir les cotisations aux étudiants en musicothérapie avec un tarif très très bas, c'est-à-dire on s'inscrit à une formation en musicothérapie, on devient adhérent
on devient adhérent de la FFM, c'est obligatoire. Et ça peut être une adhésion minime qui n'est pas énorme, et ça rentre dans les... C'est un partenariat à créer d'une manière ou d'une autre avec les organismes de formation. Et ça apporte en nombre d'adhérents, ça va augmenter parce qu'on va forcément apporter une centaine de plus par an. Sur le nombre d'années de formation qu'on fait, on fait quand même entre 2 et 3 ans de formation. Et ça va amener aussi de l'argent en plus. Je trouve qu'on peut aller chercher l'argent différemment que venir encore plus demander à ces professionnels qui galèrent déjà pour trouver du boulot à augmenter tous les ans ou tous les 2 ans leur cotisation. Et je trouve que ça ne demande pas énormément d'organisation pour pouvoir ouvrir. On peut peut-être justement créer cette ouverture aux cotisations avec les membres qui ont envie de soutenir la FFM, des associations, les partenariats concrets. Si on voit World Federation of Music Therapy ou bien les autres associations, il y a toujours une adhésion pour les étudiants. Sauf qu'on s'est bien rendu compte en réunion de CA que soit ça demandait de revoir de nouveau tous les statuts, soit ça demandait une grosse organisation, et les avis étaient quand même plutôt partagés au niveau du CA. Là, en sachant qu'on repart sur un nouveau CA avec de nouvelles personnes, c'est un sujet qui peut être réabordé lors de prochaines réunions. Et bien sûr que ça pourrait être une idée. Moi, j'en étais la première convaincue. Après, ça a fait débat, mais on peut en reparler. Oui, oui, moi je voudrais intervenir un peu sur la question des cotisations de centre, qui sont présentées comme cotisations centre. Parce qu'en fait, moi je connais l'organisation ici à Nantes, et en fait, la formation du DU, elle est portée par le service formation continue de l'université, de la fac de médecine. Et en fait, qui paie la cotisation? C'est l'association Institut de musicothérapie, qui n'est que porteur des coordinatrices du DU, dans le cadre d'une convention avec l'université. Et moi, je trouve qu'en tant qu'association Institut, on devrait être adhérent en tant que porteur de formation continue, des formations continues que nous organisons, ou des conférences, mais pas du DU. Moi, je pense qu'il faudrait dissocier les deux en termes d'activité. Et ça pose la question de que veut dire, qui est la personne morale et que porte la personne morale. Et par rapport au DU de Nantes, moi, je trouve que c'est l'université qui devrait adhérer en tant que porteur du DU. Ouais, c'est juste une idée qui m'est venue quand tu parlais des temps justement de travail qui sont différents pour chaque musicothérapeute. Et c'est vrai qu'il y a des musicothérapeutes qui ont un atelier de musicothérapie dans la semaine. Et je ne sais pas, c'est une idée comme ça, mais est-ce qu'on ne pourrait pas proposer dans la cotisation justement qu'elle soit en lien avec le temps de travail, qu'une personne qui a un temps plein ou qui... non, mais je sais pas, en tout cas, qui a un temps plein de musicothérapie et pas la même chose à payer que quelqu'un qui fait une séance. Voilà. Tu peux travailler à temps plein et puis finalement avoir des trucs en moins. Et puis en plus, je pense que c'est trop aléatoire aussi. Et là, je pense à ma santé mentale. Oui. Cotisation, toutes les adhésions, Ou en tout cas, ou pouvoir laisser la possibilité aussi, s'il y a des personnes qui souhaitent, parce que pour l'instant, on ne peut pas faire de dons. Je crois que c'est ce qu'il disait, qu'on n'avait pas encore le statut. Si on peut. Ah, ok, bon, bah voilà. Très bien. Voilà. Et dernière question, si les organismes de formation n'arrivent plus à répondre, par exemple si ça augmente, donc ils ne feront plus partie de la fédération? Si on n'adhère plus, oui. Mais c'est scandaleux. Après, c'est à revoir dans les statuts, justement, à revoir entre eux aussi.
Parce qu'à la base de la création de la fédération, c'est pour rassembler toutes les formations qui existaient en France, grâce à François et Xavier. Ouais. Donc, l'augmentation du tarif de cotisation pour les OA est validée et je vous remercie d'avance. Les OA. Nous avons un petit... Allez, on a 18 minutes de retard, donc on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup en visio, parce que nous, je pense qu'on va se boire un petit coup quand même, bien mérité. Merci beaucoup en visio pour votre participation, d'être resté jusqu'au bout, de nous soutenir. Je clôture cette assemblée générale et une spéciale motion pour mon équipe, je veux dire mon équipe, mais Sophie Baron, Aude Manteau, Cyril Guaguenet, Charles Andrea Dupuis et Maëlie Scalabrino, s'il vous plaît. Merci pour votre travail. Et merci au CA et bienvenue au nouveau. Allez, c'est parti. Je vous souhaite un très bon dimanche et l'AG de l'année prochaine sera pour la Saint-Valentin, on se dira de l'amour. Ça sera le 14 février, j'ai pas le bon PowerPoint. Voilà, 14 février 2026, c'est un samedi. Voilà, c'est annoncé. Bon dimanche, au revoir. Au revoir.